Octobre 2020. Des flammes gigantesques dévorent les bâtiments en briques rouges de la brasserie Fischer à Schiltigheim. Le ciel d'Alsace s'assombrit sous une épaisse fumée noire. Mais la véritable tragédie ne s'est pas jouée dans cet incendie. Elle a eu lieu 11 ans plus tôt, à la seconde où les machines se sont définitivement tues après 150 ans de rugissement ininterrompu. À son apogée, Fischer n'était pas qu'une simple usine. C'était le cœur battant de la Cité des Brasseurs, un empire audacieux qui a révolutionné le marché mondial en inventant la Desperados, une bière qui génère aujourd'hui des milliards de dollars. Pourtant, en 2009, tout a été balayé. Les cuves se sont vidées, des centaines d'ouvriers ont franchi les grilles pour la dernière fois. L'empire est passé de la gloire absolue au néant. Comment une entreprise signe-t-elle son propre arrêt de mort en créant l'un des produits les plus rentables au monde? Ce n'est pas la faillite, ce n'est pas la crise, c'est le prix fatal d'un succès démesuré. Schiltigheim, Alsace. Voici l'histoire de la chute de Fischer. Strasbourg, 1821. Les guerres napoléoniennes viennent à peine de s'achever, laissant derrière elles une Europe en pleine reconstruction. Dans les rues étroites et pavées de la ville, le bruit sourd des charrettes tirées par des chevaux de trait résonne dès les premières lueurs de l'aube. Dans l'air glacial de l'hiver alsacien, une odeur lourde, singulière et réconfortante flotte au-dessus des tours à colombage, celle du malt grillé et du houblon amer. C'est ici, dans l'effervescence de la rue des Drapiers, qu'un homme nommé Jean-Léonard Fischer décide de lier son destin à celui d'une boisson millénaire. Il fonde la brasserie de l'Ours Blanc. À cette époque, brasser de la bière n'a rien d'une industrie de masse. C'est un acte de foi, un artisanat brutal, presque une forme d'alchimie précaire, où l'homme est constamment à la merci des éléments. Chaque goutte produite est le fruit d'un labeur physique éreintant. Les ouvriers de Fischer, vêtus de lourds tabliers de cuir, manient d'immenses pelles en bois pour remuer le grain dans des cuves d'eau bouillante, le visage perpétuellement masqué par des nuages de vapeur épaisse. L'effort est colossal, mais la véritable menace ne réside pas dans l'épuisement des corps. Elle est invisible. Au début du 19e siècle, la fermentation basse, la méthode germanique prisée qui donne à la bière alsacienne sa clarté cristalline, son goût pur et sa capacité de conservation, exige un froid constant et absolu. Sans la technologie de réfrigération artificielle qui n'existe pas encore, l'hiver est le seul allié du brasseur. La survie de la brasserie L'Ours Blanc dépend littéralement de la glace. Dès que les températures chutent, des armées d'ouvriers sont envoyées sur les rivières gelées et les étangs environnants. Dans un froid à fendre les pierres, ils signent de gigantesques blocs de glace, risquant à tout moment de glisser et d'être engloutis par les eaux noires et glaciales. Cette glace est ensuite transportée à la force des bras et entassée dans les caves peu profondes de Strasbourg pour refroidir les fûts de bière pendant les mois les plus chauds. Mais l'équilibre est terrifiant. Dès que le printemps apporte ses premières chaleurs précoces, une angoisse silencieuse s'empare de Jean-Léonard Fischer. Une simple brise tiède s'infiltrant dans les caves, une légère hausse de température, et des bactéries invisibles peuvent proliférer en quelques heures. Des mois de labeur et d'investissement se transforment alors en un liquide aigre, imbuvable et sans valeur. Une seule saison chaude, une seule infection bactérienne dans les cuves peut signifier la ruine totale et définitive de toute la famille. Fischer comprend rapidement une vérité implacable. Pour survivre et prospérer, il ne peut plus se battre contre la nature, il doit la dompter. Et les murs étroits de Strasbourg, avec ses caves exiguës et peu profondes, l'étouffent. La ville ne peut plus contenir son ambition. Il tourne alors son regard vers le nord, au-delà des fortifications de la cité, vers un petit village agricole qui semble, à première vue, insignifiant, Schiltigheim. Nous sommes en 1854. Jean-Léonard Fischer prend une décision radicale, un pari insensé qui va redessiner la géographie industrielle de toute la région. Il décide de déraciner l'intégralité de sa production pour l'installer à Schiltigheim. Pourquoi ce village terne? La réponse ne se trouve pas à la surface, mais sous terre. Le sol de Schiltigheim est un miracle géologique. Sous les champs de blé se cachent d'immenses nappes phréatiques d'une pureté exceptionnelle, le sang même de toute grande bière. Mais surtout, le terrain est composé d'une roche parfaite pour être creusée.
Des terrassiers sont engagés pour éventrer la terre. Ils descendent dans les profondeurs, à 12, parfois 15 mètres sous la surface, pour y tailler d'immenses galeries voûtées. Dans ces véritables cathédrales souterraines, plongées dans des ténèbres perpétuelles, la température reste stoïquement et naturellement autour de 8 à 10 degrés Celsius, même au cœur des canicules d'août. C'est une révolution absolue. Dans ces nouveaux antres de pierre, la bière Fischer peut désormais mûrir en paix, protégée de la chaleur mortelle de la surface. Fischer n'a plus besoin de prier le ciel pour que l'été soit clément. Il vient de maîtriser le temps et l'espace. La qualité de sa bière devient constante, supérieure, inégalée dans toute la région. En plantant ses fûts à Schiltigheim, Jean-Léonard Fischer ne fait pas que sauver son entreprise. Il déclenche un mouvement tectonique. Son succès est si éclatant qu'il devient un phare dans la nuit pour les autres brasseurs strasbourgeois. Bientôt, étouffés à leur tour par le manque de place en ville, les grands noms de l'époque suivent ses traces. Schutzenberger, Adelshofen et bien d'autres viendront s'agglutiner autour de Fischer. En quelques décennies, le modeste village agricole se métamorphose. Les champs disparaissent sous la brique. D'immenses cheminées industrielles percent le ciel gris de l'Alsace, remplaçant les clochers des églises comme nouveau symbole de la puissance locale. Schiltigheim est couronné d'un nouveau titre de noblesse, la cité des brasseurs. Les rues ne sentent que plus le foin, mais le houblon bouillant. Les habitants ne vivent plus seulement pour la bière, ils vivent par et pour la brasserie Fischer, qui devient le principal employeur et le cœur battant de la communauté. C'est la fondation d'un empire d'une solidité redoutable. Un âge d'or qui ne repose ni sur des stratégies financières, ni sur du marketing, mais sur l'eau pure, la roche froide et la sueur des pionniers. Fischer a coulé ses fondations dans le roc pour qu'elles durent 1000 ans. Le succès est total. L'avenir semble invincible. Mais dans l'histoire de l'industrie, aucune forteresse n'est imprenable. Si les murs de pierre de Schiltigheim ont su protéger la bière des caprices du climat, ils ne pourront rien contre les tempêtes invisibles du capitalisme moderne, qui, un siècle plus tard, s'apprêtent à tout dévorer. À l'aube du XXe siècle, Schiltigheim n'est plus le paisible village agricole d'autrefois. C'est un titan de pierre, de fer et de vapeur. Au cœur de cette nouvelle cité des brasseurs, la brasserie Fischer règne en maître absolu. L'entreprise fondée par Jean-Léonard Fischer a muté pour devenir une colossale machine industrielle. Le grondement sourd des chaudières crache une fumée blanche et épaisse qui se mêle perpétuellement aux nuages bas du ciel alsacien. La douce odeur de malt torréfié et de houblon en ébullition enveloppe les rues environnantes, dictant la respiration de toute la commune. Les immenses cuves en cuivre rutilant avalent des tonnes de céréales dorées, acheminées par un balai incessant de trains de marchandises. L'artisanat des caves sombres de Strasbourg semble bien loin. Fischer est désormais un empire. Cependant, la première moitié du XXe siècle en Alsace est tout sauf un fleuve tranquille. C'est une terre meurtrie, tiraillée entre deux grandes puissances, déchirée par l'histoire avec un grand H. Tour à tour allemande, après la guerre franco-prussienne de 1871, puis redevenue française au lendemain des massacres de la Première Guerre mondiale en 1918, l'Alsace est en quête permanente de son identité. Pour survivre à ces bouleversements géopolitiques fracassants, une entreprise locale ne peut pas se contenter de vendre un simple produit de consommation, elle doit incarner l'âme résiliente de sa région. Consciente de cet enjeu vital, la direction de la brasserie comprend qu'elle doit forger un lien émotionnel indéfectible avec son peuple. En 1918, pour marquer son ancrage local, la brasserie revendique fièrement son nom, Fischer, qui signifie pêcheur dans le dialecte alsacien. Mais la véritable étincelle, le coup de génie absolu qui va graver la marque dans l'inconscient collectif de toute une nation, survient en 1934. Cette année-là, Fischer donne naissance à une icône intemporelle, le Fischer Männele. C'est un petit bonhomme blond et joufflu, coiffé d'un bonnet tricoté traditionnel, assis à califourchon sur un tonneau de bois massif, brandissant fièrement une chope de bière mousseuse. Ce n'est pas un simple logo dessiné à la hâte par un bureau d'études parisien. Le Fischer Männele est le miroir dans lequel les Alsaciens se regardent et se reconnaissent. Il incarne la joie de vivre, la rusticité, l'indépendance farouche et la générosité d'une terre qui a pourtant tant souffert. Très vite,
Ce petit personnage s'échappe des affiches publicitaires pour s'inviter dans chaque foyer, sur chaque table, devenant un membre à part entière des familles de la région. Mais Fisher ne s'arrête pas à une image visuelle. L'entreprise comprend que la tradition doit aussi se toucher et s'entendre. Alors que le monde industriel moderne se rue frénétiquement vers la standardisation à outrance, adoptant massivement la capsule métallique jetable et peu coûteuse, Fisher prend une décision à contre-courant. Elle fait de sa bouteille une expérience sensorielle en sanctuarisant le fameux bouchon mécanique. Ce système de fermeture emblématique, composé d'un bouchon en porcelaine blanche, d'un joint en caoutchouc rouge et d'une armature en fil de fer galvanisé, devient la signature absolue de la brasserie. Ouvrir une bouteille de Fisher n'est pas un geste banal, c'est un rituel profondément ancré dans la culture locale. Il y a d'abord le poids rassurant de la lourde bouteille en verre gravée dans la paume de la main. Ensuite, la pression du pouce sur le levier métallique qui résiste avec justesse. Et enfin, la récompense, le célèbre plop. Ce claquement sec, libérant soudainement le gaz sous pression, résonne dans tous les bistrots, toutes les fêtes de village, tous les repas du dimanche en Alsace. Ce son unique est la voix de Fisher. Il murmure aux consommateurs que, malgré les cadences infernales des machines géantes de Schiltigheim, l'âme de l'artisanat est jalousement préservée. Cette fidélité féroce à la tradition propulse la brasserie vers des sommets vertigineux. Dans les années 1940 et 1950, l'usine de Schiltigheim est une véritable ville dans la ville, une fourmilière mécanique qui ne s'arrête jamais. Plus d'un millier d'ouvriers franchissent ces lourdes grilles en fer forgé au rythme des 3 huiles. Fisher pratique alors un capitalisme paternaliste rassurant. L'usine offre des logements à ses employés, finance les clubs de sport locaux, organise des arbres de Noël somptueux pour les enfants du personnel. On ne travaille pas simplement chez Fisher, on est de la famille A. Fisher. Des générations entières d'une même lignée, le grand-père, le père, le fils, se succèdent devant les mêmes cuves de brassage, fiers d'appartenir à cette aristocratie ouvrière. Pourtant, derrière cette façade de gloire triomphante, une tension silencieuse et paradoxale s'accumule. L'équilibre devient de plus en plus difficile à tenir. Comment maintenir l'illusion d'une bière artisanale, brassée par le petit bonhomme sur son tonneau, quand on produit des centaines de milliers d'hectolitres par an? Les immenses cuves ne sont plus brassées à la force des bras, mais contrôlées par des panneaux électriques complexes et des ingénieurs en blouse blanche. La machine industrielle, pour rester compétitive face aux autres brasseries européennes, devient un monstre vorace qui exige chaque jour davantage. Plus de volume, plus de vitesse, plus de rendement. À la fin de cette époque dorée, Fisher est un géant intouchable. La brasserie a survécu aux guerres mondiales, elle a dompté l'industrialisation tout en gardant son identité grâce au Fischer-Männele et au bouchon mécanique. Elle est le joyau de l'Alsace, une forteresse de prospérité qui semble bâtie pour l'éternité. Mais dans les arènes impitoyables de l'économie moderne, la taille d'un géant ne fait que désigner l'ampleur de sa future chute. L'ironie tragique de Fisher, c'est que la fierté et les traditions qui l'ont sauvé jusqu'ici vont bientôt se heurter de plein fouet à un monde qui change trop vite. Pour survivre à la crise des décennies à venir, la vieille brasserie va devoir muter, innover radicalement et pactiser avec une modernité qui finira par la dévorer de l'intérieur. Le petit bonhomme sur son tonneau ne le sait pas encore, mais la plus grande menace ne viendra pas des guerres ou des concurrents traditionnels. Elle viendra de son propre génie créatif. Les années 1980 s'abattent sur l'Europe comme un vent glacial. Le monde post-30 glorieuse a radicalement changé et avec lui, la manière dont les hommes consomment. Les petits bistrots de quartier, sanctuaires historiques de la bière à la pression, ferment les uns après les autres. À leur place, de gigantesques supermarchés s'élèvent à la périphérie des villes, imposant de nouvelles règles impitoyables. La guerre des prix, la standardisation et les volumes massifs. Sur les étagères de ces nouveaux temples de la consommation, la concurrence est féroce. Des conglomérats internationaux aux budgets publicitaires colossaux commencent à inonder le marché français avec des bières blondes standardisées et bon marché. À Schiltigheim, derrière les hauts murs de briques rouges de l'usine Fischer, l'angoisse s'installe. Le vénérable Fischer-Männele et le célèbre bouchon mécanique, jadis symbole de triomphe, commencent à peser lourdement sur les finances de l'entreprise.
Le coût de production de ces bouteilles traditionnelles est exorbitant comparé aux capsules métalliques jetables des concurrents. Les marges fondent, les volumes de vente de la bière traditionnelle alsacienne stagnent, puis commencent à décliner dangereusement. Les vieux ouvriers de Fischer, habitués à la sécurité absolue des décennies précédentes, voient pour la première fois l'ombre du doute planer sur les immenses cuves de cuivre. La direction de Fischer se retrouve dos au mur. Une vérité terrifiante s'impose dans les salles de réunion boisées de la brasserie. Si l'entreprise s'accroche aveuglément à son héritage, elle mourra avec lui. Pour survivre dans cette nouvelle jungle capitaliste, Fischer ne peut plus se contenter d'être une simple brasserie alsacienne. Elle doit devenir une pionnière. Elle doit innover, quitte à bousculer ses propres dogmes. Ce virage stratégique déclenche une véritable révolution culturelle à l'intérieur même de l'usine. Les maîtres brasseurs de Schiltigheim, gardiens d'un savoir-faire séculaire basé sur la pureté absolue de l'eau, du malt et du houblon, reçoivent une directive qui s'apparente à une hérésie. Ils doivent créer des bières aromatisées. Dans le plus grand secret, les laboratoires de Fischer se transforment en ateliers d'alchimie. En 1982, Fischer lance son premier grand coup de poker, l'Adelscott. C'est un choc gustatif et culturel. Une bière ambrée, brassée avec du malt à whisky tourbé, importé directement d'Écosse. L'odeur de tourbe et de fumée qui s'échappe soudain des cheminées de Schiltigheim déroute la population locale. Pour les puristes alsaciens, c'est un sacrilège. Mais sur le marché national, c'est un triomphe immédiat. L'Adelscott séduit une nouvelle clientèle, urbaine et sophistiquée, qui cherche une alternative aux bières blondes insipides. Les lignes de production tournent à nouveau à plein régime. L'usine respire. Les emplois sont sauvés. Mais ce sursis n'est qu'une illusion temporaire. Le succès de l'Adelscott prouve à la direction que la survie de Fischer réside désormais dans les bières de spécialité. L'entreprise a goûté aux fruits défendus de l'innovation de rupture. Elle ne peut plus s'arrêter. Sans le savoir, en cherchant à fuir la faillite, Fischer vient d'amorcer la machine infernale qui causera sa propre perte. Une décennie plus tard, au milieu des années 1990, le marché mondial de la bière subit une nouvelle mutation. La génération X et les jeunes adultes se détournent de la bière traditionnelle de leur père, qu'ils jugent amère et démodée. Ils veulent de la fête, de l'exotisme, du sucre et de la transgression. Les ingénieurs et les experts en marketing de Fischer observent cette tendance avec une attention fébrile. Ils savent qu'ils doivent frapper un coup encore plus fort que l'Adelscott. Ils doivent créer un produit qui ne s'adresse pas aux puristes, mais au monde de la nuit. En 1995, dans le secret des laboratoires de Schiltigheim, une recette improbable voit le jour. Les brasseurs alsaciens décident de mélanger leur bière blonde avec des arômes de tequila, une eau-de-vie mexicaine réputée pour son image rebelle et festive. Ils ajoutent une pointe de citron, un dosage minutieux de sucre pour masquer l'amertume du houblon et embouteillent le tout dans une bouteille en verre transparent, frappée d'une étiquette aux couleurs éclatantes, rouges et jaunes. Le nom de code de ce projet audacieux est rapidement remplacé par un nom qui claquera comme un coup de fouet sur toutes les plages et dans toutes les boîtes de nuit d'Europe, Desperado. Le lancement de la Desperados est une déflagration. C'est bien plus qu'un succès commercial, c'est un phénomène de société. La demande explose à une vitesse que même les cadres les plus optimistes de Fischer n'auraient jamais osé imaginer. Du jour au lendemain, l'usine de Schiltigheim doit s'adapter à une cadence infernale. Les vieilles briques rouges de l'usine tremblent sous la pression des nouvelles lignes d'embouteillage à très haute vitesse. Des millions de bouteilles transparentes défilent sur les tapis roulants, inondant la France, puis l'Europe tout entière. Fischer n'est plus seulement la fierté de l'Alsace, elle est devenue la créatrice de l'une des bières les plus rentables et les plus demandées du continent. L'argent coule à flot. L'entreprise semble intouchable, perchée au sommet de sa nouvelle gloire. Mais dans l'ombre, ce triomphe absolu se transforme en un piège mortel. Dans l'écosystème impitoyable de l'industrie mondiale, une petite entreprise régionale indépendante n'a pas le droit de détenir une poule aux œufs d'or d'une telle ampleur. La Desperados attire irrémédiablement l'attention des prédateurs. Depuis leurs sièges sociaux de verre et d'acier, les géants multinationaux de la bière scrutent les graphiques de vente vertigineux de Fischer.
Il ne voit plus une brasserie artisanale à l'histoire touchante. Il voit une cible hautement stratégique. Il voit une marque mondiale qui pourrait rapporter des milliards à condition de l'arracher des mains de ses créateurs alsaciens pour l'intégrer dans un réseau de distribution globale. Fischer vient de commettre l'erreur la plus tragique du capitalisme. Elle a créé un produit beaucoup trop grand pour elle. L'innovation qui devait sauver l'indépendance de l'usine vient de se transformer en un phare éblouissant, signalant sa position au requin de la finance. Les jours de l'indépendance sont désormais comptés. Le compte à rebours a commencé. Le grand prédateur a déjà senti l'odeur du sang et il s'appelle Heineken. L'année 1996 marque une rupture brutale, presque traumatique, dans l'histoire centenaire de Schiltigheim. Le triomphe foudroyant de la Desperados, cette bière à la tequila inventée dans le plus grand secret pour sauver la brasserie, a transformé Fischer en une proie irrésistible. Sur l'échiquier mondial de l'industrie brassicole de la fin du XXe siècle, les règles sont d'une limpidité cruelle. Mange ou sois mangé. Et Fischer, malgré sa taille imposante à l'échelle de l'Alsace et sa production massive, n'est qu'un menu fretin face au léviathan financier qui domine le globe. Le grand prédateur qui fond sur la cité des brasseurs vient du Nord. C'est le géant néerlandais Heineken. L'annonce de l'acquisition fait l'effet d'une onde de choc d'une violence inouïe. Du jour au lendemain, l'entreprise familiale, farouchement indépendante depuis sa fondation par Jean Léonard en 1821, passe sous le contrôle absolu d'une multinationale cotée en bourse. Dans les rues de Schiltigheim, l'atmosphère s'alourdit instantanément. Les ouvriers, dont les pères et les grands-pères ont usé leur vie devant les mêmes cuves de cuivre, se rassemblent en silence devant les immenses grilles en fer forgé. Ils fument nerveusement, les regards perdus vers les hautes cheminées de briques. Ils comprennent, avec l'instinct de survie propre à la classe ouvrière, que le monde qu'ils connaissaient vient de s'effondrer. Pourtant, dans les premiers jours qui suivent le rachat, le discours officiel est à l'apaisement. La dissonance entre les paroles et l'atmosphère est totale. Depuis leurs berlines noires qui franchissent désormais les portes de l'usine, les nouveaux dirigeants dépêchés par le siège d'Heineken débarquent avec des sourires rassurants, des dossiers impeccables et des costumes sur mesure. Ils organisent dans de vastes réunions à grand spectacle dans les entrepôts pour s'adresser au personnel. Leurs paroles sont soigneusement pesées, calibrées au millimètre par des experts en communication d'entreprise. Ils jurent, la main sur le cœur, que l'identité alsacienne de Fischer sera jalousement préservée. Ils affirment devant les caméras de télévision locales que l'usine de Schiltigheim est un joyau historique, un patrimoine inestimable qu'ils entendent développer avec respect. Ils promettent, avec aplomb, que les emplois sont en sécurité, arguant que ce rachat n'est pas une fin, mais une formidable opportunité pour Fischer de conquérir de nouveaux marchés mondiaux grâce à l'immense réseau de distribution d'Heineken. Les cadres d'Heineken, armés de mallettes en cuir et de diapositives de projection, arpentent les galeries centenaires où, un siècle plus tôt, des hommes épuisés entassaient des blocs de glace. Le contraste est saisissant, presque dramatique. D'un côté, la sueur, le vacarme assourdissant des lignes d'embouteillage tournant à 90 décibels, et le franc-parler rude du dialecte alsacien. De l'autre, la froideur millimétrée du jargon corporatiste, rentabilité, synergie, optimisation des coûts, consolidation des parts de marché. Mais dans la pénombre des ateliers de brassage, là où flotte en permanence l'odeur âcre et chaude du malt, la méfiance est viscérale. Les vieux maîtres brasseurs écoutent ces belles promesses avec un scepticisme glacial. Ils connaissent la musique. Ils savent pertinemment que lorsqu'un mastodonte financier engloutit une entreprise régionale à coups de millions, ce n'est jamais par philanthropie ni par amour du patrimoine. Le loup est entré dans la bergerie. Et très vite, l'illusion va se dissiper. Dès les mois qui suivent, la véritable nature de l'acquisition commence à se dessiner. Elle ne se manifeste pas par des licenciements massifs immédiats ou des fermetures soudaines, mais par une succession de petites morsures invisibles. C'est la stratégie de l'étouffement lent, l'effacement programmé de l'âme d'une entreprise. La première victime de cette nouvelle ère est la culture d'entreprise elle-même. Le capitalisme paternaliste, qui faisait la fierté absolue de Fischer et garantissait une paix sociale inébranlable et méthodiquement démantelée. Les événements festifs, le soutien inconditionnel aux clubs sportifs de la ville, l'esprit de famille qui liait intimement la direction aux ouvriers,
Tout cela est soudainement passé au crible impitoyable des tableaux Excel. Ce qui ne génère pas de profit immédiat et mesurable est jugé superflu, puis froidement supprimé. Les anciens directeurs locaux, ceux qui connaissaient le prénom de chaque cariste, de chaque mécanicien et les histoires de leur famille, sont progressivement poussés vers la sortie, mis en retraite anticipée ou marginalisés dans des placards dorés. Le centre de gravité du pouvoir quitte définitivement la brique rouge de l'Alsace pour les tours de verre. Les décisions qui scellent le sort quotidien et stratégique de l'usine ne sont plus prises à Schiltigheim, mais à Paris ou à Amsterdam. Elles sont dictées par des hommes et des femmes qui n'ont jamais mis les pieds dans une salle de brassage saturée de vapeur et qui ne boivent peut-être même pas la bière qu'ils commercialisent. Le choc psychologique pour les centaines de salariés est dévastateur. Ils réalisent avec effroi qu'ils ont perdu la maîtrise totale de leur destin. Le Fisherman ailé, ce petit bonhomme sur son tonneau qui incarnait la résilience et la joie de vivre de toute l'Alsace, n'est plus qu'un vulgaire actif immatériel, une marque de portefeuille appartenant exclusivement à des actionnaires lointains. Pire encore, la dynamique industrielle s'inverse insidieusement. Au lieu d'utiliser la puissance financière d'Heineken pour moderniser et faire grandir l'usine historique, le groupe commence à standardiser les processus pour les adapter à ces normes mondiales. Les ingénieurs du siège débarquent pour auditer et corriger les méthodes de travail alsaciennes. Sous couvert d'optimisation, ils imposent des ajustements de recettes, sélectionnent des matières premières moins coûteuses, achetées en gros sur les marchés internationaux, et exigent des temps de fermentation raccourcis pour augmenter le rendement. Le savoir-faire artisanal, jadis respecté comme un art sacré, est rabaissé au rang de simple procédure technique. L'homme doit s'effacer devant la procédure. La tradition doit plier devant la rentabilité. Le malaise s'installe profondément dans les rangs. Les ouvriers viennent pointer chaque matin avec une boule au ventre, constatant impuissants que la qualité, jadis leur fierté absolue, est sacrifiée sur l'autel de la marge opérationnelle. Mais le coup de grâce psychologique, la véritable trahison qui se prépare en silence, se joue autour de leur création la plus précieuse, la Desperado. C'est elle qui a attiré le prédateur, et c'est elle qui va précipiter leur chute. Les cadres intermédiaires de Schiltigheim commencent à remarquer des mouvements discrets mais effrayants. Des réunions techniques à huis clos, des transferts massifs de données de production, des visites répétées d'ingénieurs venus d'autres usines européennes du groupe pour étudier les lignes d'embouteillage de la célèbre bière aromatisée. La réalité froide et implacable est en marche. Heineken n'a pas acheté Fischer pour sauver une brasserie alsacienne historique. Heineken a acheté Fischer pour s'emparer de la recette de la Desperados, la seule véritable pépite qui justifiait les millions dépensés. L'ombre du géant s'est définitivement abattue sur Schiltigheim. Le piège s'est refermé à clé. La longue, douloureuse et inexorable agonie de l'indépendance ne fait que commencer. Les années qui suivent immédiatement le rachat par Heineken sont enveloppées d'un brouillard trompeur. De l'extérieur, pour les habitants de Schiltigheim qui observent la brasserie depuis les rues pavées, rien ne semble avoir changé. Les massives cheminées de briques rouges crachent toujours leur fumée blanche dans le ciel d'Alsace. Le balai incessant des camions de livraison rythme encore les aubes brumeuses, et l'odeur réconfortante du malt chaud continue d'imprégner les murs de la ville. Les cadences de production sont même maintenues, voire légèrement augmentées. En apparence, la forteresse Fischer tient toujours debout. Mais à l'intérieur, derrière les hautes grilles en fer forgé, l'âme de l'usine est en train d'être méthodiquement siphonnée. C'est la décennie des illusions perdues, une période de dépossession lente et invisible qui va durer 10 longues années. Le mécanisme de cette hémorragie interne est d'une froideur chirurgicale. Il commence par la fierté absolue de la brasserie, la Desperado. À la fin des années 1990, la bière aromatisée à la tequila n'est plus seulement un succès européen. Elle est en passe de devenir un phénomène mondial. La demande explose sur tous les continents. Face à cette croissance exponentielle, le siège d'Heineken à Amsterdam abat ses cartes. Les dirigeants expliquent, graphiques et prévisions de vente à l'appui, que l'usine historique de Schiltigheim, avec ses bâtiments anciens et ses contraintes géographiques en pleine ville, est devenue structurellement incapable de fournir le monde entier. La logique capitaliste est implacable, mathématiquement irréfutable. Pour répondre à la demande globale, Heineken décrète qu'il faut dupliquer la production. C'est le point de bascule.
Sous le regard impuissant des maîtres brasseurs alsaciens, le coffre-fort des secrets de Fischer est fracturé. La recette de la Desperados, fruit de l'ingéniosité désespérée des ingénieurs de Schiltigheim, est numérisée, standardisée et transférée vers d'autres méga-usines du groupe Heineken, notamment l'immense complexe industriel de Mons-en-Barœul dans le nord de la France et l'usine de Bois-le-Duc aux Pays-Bas. Pour les ouvriers de Fischer, le traumatisme psychologique est abyssal. Ils réalisent que leur savoir-faire, transmis de génération en génération, n'est plus qu'une simple ligne de code dans un algorithme de production mondialisé. L'alchimie s'est transformée en procédure industrielle, reproductible à l'infini. Ils ne sont plus les créateurs exclusifs d'une bière de légende. Ils sont devenus de simples exécutants, des opérateurs interchangeables au sein d'un réseau tentaculaire qui les dépasse et les méprise silencieusement. Dès lors, la dynamique de déclin s'installe comme un poison lent. Puisque la Desperados peut désormais être brassée n'importe où, pourquoi la direction internationale investirait-elle encore dans les vieilles infrastructures de l'Alsace? Les budgets de modernisation, jadis alloués à l'entretien minutieux des cuves en cuivre et à l'amélioration des lignes d'embouteillage de Schiltigheim, sont drastiquement coupés. La maintenance devient minimale, curative plutôt que préventive. L'usine commence à vieillir prématurément. Pendant ce temps, les volumes de production de Fischer, la bière traditionnelle alsacienne, continuent de s'éroder face à la standardisation du marché. Le Fischer Männele, autrefois omniprésent, voit son espace publicitaire réduit à néant. Heineken concentre ses milliards d'investissements marketing sur ses propres marques phares internationales, laissant la marque Fischer s'étioler dans les rayons des supermarchés. L'entreprise alsacienne, jadis reine de son territoire, est rétrogradée au rang de simple marque de niche régionale dans l'immense catalogue du groupe néerlandais. Les années 2000 s'écoulent dans une atmosphère de sursis permanent. Les couloirs de la direction locale, autrefois bouillonnants d'idées et de projets audacieux, résonnent désormais d'un silence de cathédrale. Les anciens cadres dirigeants ont tous été remplacés par des gestionnaires de transition, des hommes en costume gris dont l'unique mission est de maintenir la paix sociale tout en optimisant les coûts jusqu'à la dernière goutte. Le capitalisme paternaliste, qui assurait la cohésion de l'usine depuis un siècle, est définitivement mort. Les ouvriers viennent travailler la peur au ventre, guettant chaque rumeur, chaque visite de cadre venue du siège, comme le présage d'une catastrophe imminente. En 2007, l'illusion n'abuse plus personne. La brasserie Fischer n'est plus qu'une coquille vide, un fantôme industriel qui hante ses propres murs. Le parasite financier a entièrement dévoré son hôte. L'usine de Schiltigheim a été vidée de sa substance créative, privée de ses investissements cruciaux et dépossédée de son produit le plus rentable. Tout est désormais en place. Heineken a extrait l'ADN de Fischer et l'a mis en sécurité dans ses propres bastions. L'usine alsacienne n'a plus aucune utilité stratégique pour la multinationale. Elle n'est plus qu'une charge financière, une ligne rouge encombrante sur les bilans comptables annuels. Le prétexte économique pour procéder à l'amputation est minutieusement préparé. Le couperet, aiguisé pendant 10 ans dans l'ombre des salles de conseil d'administration, est prêt à s'abattre. L'année 2008 s'ouvre sur un monde en pleine tourmente. La crise financière mondiale frappe aux portes de l'Europe et dans les hautes sphères du capitalisme, la panique dicte de nouvelles règles. À Amsterdam, au dernier étage du siège d'Heineken, le silence ouaté des salles de conseil contraste violemment avec le fracas des usines. Autour de l'immense table en acajou, le sort de milliers de vies se résume à quelques colonnes de chiffres sur des présentations lumineuses. Pour rassurer des actionnaires devenus fébriles, le groupe lance un vaste plan de restructuration européen. Le mot d'ordre est clinique, dénué de toute émotion, rationaliser. C'est ici, dans cette atmosphère aseptisée, que tombe la sentence. Le paradoxe est d'une cruauté absolue. La brasserie Fischer de Schiltigheim n'est pas en faillite. Elle tourne, elle produit et, surtout, elle gagne encore de l'argent. Ses ouvriers sont parmi les plus qualifiés de la région, héritiers d'un savoir-faire séculaire. Mais dans le dogme du capitalisme financier de la fin des années 2000, être rentable ne suffit plus. Il faut maximiser les marges à l'extrême, traquer la moindre inefficacité. Pour les analystes d'Amsterdam, l'usine alsacienne accumule ce qu'ils appellent froidement des handicaps structurels.
Elle est trop vieille, ses majestueux murs de briques sont inadaptés aux nouvelles normes d'expansion industrielle et son emplacement historique, en plein cœur de la ville, rend la logistique complexe. Sur les écrans des experts financiers, Fisher n'est plus une fierté régionale, c'est une ligne budgétaire redondante. Pourquoi conserver cette antiquité coûteuse alors que la Desperados, la véritable vache à lait qui justifiait l'achat, est désormais produite à bien moindre coût dans les usines géantes et ultramodernes du groupe? La décision de fermer l'usine est actée à huis clos. Un simple trait de plume sur un document stratégique condamne 150 ans d'histoire industrielle. Les belles promesses d'indépendance et de respect du patrimoine, jurées la main sur le cœur par les cadres de Heineken en 1996, se révèlent pour ce qu'elles ont toujours été, un anesthésiant temporaire. Lorsque la nouvelle tombe officiellement à Schiltigheim au printemps 2008, elle frappe la cité des brasseurs comme un coup de tonnerre dans un ciel dégagé. Le communiqué de presse de la direction emploie le jargon habituel pour masquer le sang. Projet de réorganisation, sauvegarde de la compétitivité, plan de sauvegarde de l'emploi. Mais pour les hommes et les femmes qui franchissent les grilles de l'usine ce matin-là, ces mots ne signifient qu'une seule chose: l'arrêt de mort de leur foyer. Le premier sentiment qui envahit les ateliers n'est pas la colère, mais la stupéfaction. Une incrédulité paralysante. Dans la salle de repos, les tasses de café tremblent dans les mains calleuses des mécaniciens. Les contremaîtres, d'ordinaire si autoritaires, baissent les yeux, incapables de soutenir le regard de leurs équipes. Certains pleurent silencieusement dans les vestiaires, réalisant que le métier qu'ils ont appris de leur père va disparaître avec eux. Le bruit assourdissant des lignes d'embouteillage semble soudain résonner dans le vide. La trahison est totale. Le prédateur ne s'est pas contenté de voler leur trésor. Il a décidé de brûler le château après l'avoir pillé. Une fois la stupeur passée, c'est une vague de rage pure qui submerge Schiltigheim. La résignation n'a jamais fait partie de l'ADN alsacien. Très vite, les bruits rythmiques des machines sont remplacés par le vacarme chaotique des rassemblements syndicaux. Les grilles en fer forgées de la brasserie, qui ont vu passer tant de générations de travailleurs fiers, se parent de banderoles vengeresses et de drapeaux noirs. La grève générale est déclarée. Devant les portes de l'usine, des braseros improvisés dans des fûts métalliques crachent une fumée âcre qui pique les yeux. Les flammes éclairent des visages tirés, noircis par la fatigue, le froid et la rancœur. La colère des ouvriers de Fisher est d'autant plus viscérale qu'elle se nourrit d'une injustice insoutenable. Ils ne paient pas le prix de leur incompétence, mais celui de leur succès. Ils sont sacrifiés sur l'autel du profit mondialisé, précisément parce qu'ils ont inventé une bière devenue trop grande, trop rentable pour eux. Des délégations de travailleurs, revêtus de leur bleu de travail, envahissent les rues de la ville, soutenus par des milliers d'habitants bouleversés. Le conseil municipal, les élus locaux, la région entière montent au créneau. Des courriers désespérés sont envoyés au gouvernement, le suppliant d'intervenir pour sauver cet emblème du patrimoine national. On évoque le boycott des bières du groupe, on menace de bloquer les gigantesques dépôts logistiques. Pendant des mois, un bras de fer psychologique épuisant s'engage dans la brume alsacienne. Mais face à cette détresse humaine, le mastodonte néerlandais reste de marbre. Les négociateurs envoyés par le siège sont des techniciens de la gestion de crise. Ils écoutent, hochent la tête avec une compassion factice, alignent des mots vides, mais ne cèdent pas un millimètre sur la décision finale. Leur seule concession concerne le montant des chèques de licenciement et les hypothétiques plans de revitalisation immobilière du site. La machine à broyer les hommes avance avec la lenteur et l'inexorabilité d'un rouleau compresseur. Dans les couloirs de l'usine, l'atmosphère devient funèbre. Au fil des mois de l'année 2009, la détermination farouche des grévistes s'effrite contre le mur de l'indifférence financière. Les comptes en banque se vident, les familles se déchirent ou sous la pression du chômage imminent. L'espoir enflammé des premiers jours laisse peu à peu la place à un désespoir muet. L'un après l'autre, les ateliers historiques sont mis à l'arrêt. Le cœur de Fisher ralentit. La direction impose le démontage progressif des outils de production les plus modernes, expédiés sur des camions comme des trophées de guerre vers d'autres usines du groupe. Voir ces machines, qu'ils ont réglées et entretenues avec tant de soin, être arrachées du sol et de vécues comme une véritable mutilation par les ouvriers. L'Empire Fisher ne meurt pas dans une bataille épique,
Il est démembré vivant, méthodiquement, froidement, dans le respect strict du droit corporatif. Le verdict prononcé dans le confort feutré d'une salle de réunion amstello-damoise s'est transformé en un désastre humain irréversible. La sentence est exécutée. Il ne reste plus qu'à attendre le dernier acte, le jour où les lumières s'éteindront pour l'éternité. L'hiver 2009 s'abat prématurément sur la plaine d'Alsace, apportant avec lui un froid mordant qui semble figer le temps. À Schiltigheim, le ciel bas et gris pèse lourdement sur les toits d'ardoise et les cheminées de briques rouges. Mais à l'intérieur de la brasserie Fischer, le climat est infiniment plus glacial. Les longs mois de grève, de négociations stériles et de manifestations désespérées ont épuisé les dernières réserves de combativité. La décision du siège néerlandais est irrévocable, validée par les tribunaux de commerce. Le démantèlement, entamé l'année précédente, touche désormais à sa fin. Il ne reste plus qu'une poignée d'irréductibles, les techniciens les plus expérimentés, gardés sur place pour accompagner l'usine vers son trépas. Le jour du dernier brassin n'est marqué par aucune cérémonie officielle, aucun discours de la direction. C'est un deuil intime, vécu dans le huis clos des immenses salles de production. Tôt le matin, sous la lumière blafarde des néons industriels, les maîtres brasseurs entament leur rituel pour l'ultime fois. Les gestes sont mécaniques, précis, mais d'une lenteur inhabituelle. Chaque mouvement est chargé d'une gravité silencieuse. Le grain est versé. L'eau pure de la nappe phréatique de Schiltigheim, ce trésor géologique qui avait convaincu Jean-Léonard Fischer de s'installer ici un siècle et demi plus tôt, inonde les immenses cuves en cuivre rutilant. La chaleur monte, la vapeur envahit la pièce, et bientôt, cette odeur si caractéristique, ce parfum épais et réconfortant de malt grillé et de houblon amer, emplit l'espace. Pendant 150 ans, cette odeur a été la signature olfactive de toute une ville. Elle a imprégné les vêtements, les maisons et la peau de plusieurs générations d'ouvriers. Pour les hommes présents ce jour-là, respirer cette vapeur une dernière fois est une torture psychologique. C'est l'odeur de leur jeunesse, de leur fierté, de leur héritage familial qui s'évapore sous leurs yeux. Dans l'atelier de fermentation, les vieux ouvriers se déplacent comme des fantômes. Le silence entre les hommes est lourd, presque palpable. Personne ne trouve les mots justes pour qualifier l'injustice de la situation. On ne parle plus des millions d'hectolitres produits, ni des records de vente de la Desperados qui continuent, au même instant, d'enrichir le groupe depuis d'autres usines lointaines. Les regards se croisent, fuyants, embués de larmes que la pudeur ouvrière interdit de verser. On touche une dernière fois les rambardes métalliques usées par le passage d'innombrables mains. On mémorise les cadrans, les vannes, les tuyauteries complexes qui formaient le système nerveux de ce géant de fer. La bière termine son cycle. Elle est filtrée, limpide, parfaite. C'est un produit d'une qualité irréprochable, le témoignage ultime d'un savoir-faire qui refuse de mourir dans la médiocrité. Mais cette excellence résonne comme la plus cruelle des ironies. On s'apprête à débrancher une machine qui fonctionne à la perfection, simplement parce qu'une équation financière, tracée à des centaines de kilomètres de là, l'a jugée obsolète. Le liquide doré est dirigé vers les lignes d'embouteillage. Le compte à rebours final vient de s'enclencher. L'agonie de l'usine entre dans sa toute dernière phase. La dernière ligne d'embouteillage encore en activité est un monstre d'acier crachant un fracas assourdissant. Depuis des décennies, ce grondement mécanique, frôlant les 90 décibels, était le rythme cardiaque de Schiltigheim. Un bruit rassurant qui signifiait que l'usine vivait, que les salaires seraient payés, que l'empire Fischer tenait bon. Les bouteilles en verre s'entrechoquent sur les tapis roulants à une vitesse vertigineuse. Les fameux bouchons mécaniques en porcelaine s'enclenchent avec leur claquement sec emblématique. Les opérateurs fixent les défilements avec une attention maladive. Ils attendent le moment inéluctable. La dernière palette est chargée, le dernier carton est filmé, et puis l'ordre tombe. Le chef d'atelier s'approche du tableau de commande principal. Sa main tremble légèrement lorsqu'il saisit le gros commutateur rouge. D'un geste sec, il coupe l'alimentation générale. Ce qui se produit à cet instant est un choc sensoriel d'une violence inouïe. Le rugissement industriel ne s'arrête pas net, il décélère.
Le gémissement des courroies s'allonge, le cliquetis des convoyeurs s'espace. Le souffle des compresseurs d'air s'étouffe dans un long soupir mécanique. Puis, c'est le silence. Un silence absolu, massif, terrifiant. Pour la première fois depuis l'arrivée de Jean-Léonard Fischer en 1854, il n'y a plus aucun bruit dans les bâtiments de production. Ce vide sonore écrase les tympans des ouvriers présents. Dans cette absence de bruit, on n'entend plus que les respirations saccadées, les pas lourds sur les grilles métalliques et quelques sanglots étouffés. Le cœur de la cité des brasseurs vient de cesser de battre. L'usine n'est plus un lieu de production. Elle vient de se transformer instantanément en un mausolée industriel, un cadavre de briques et d'acier. Lentement, les derniers salariés se dirigent vers les vestiaires. Ils retirent leurs bleus de travail pour la dernière fois, les plient soigneusement et les laissent dans des casiers qui ne s'ouvriront plus. Ils marchent dans les grandes allées extérieures, balayés par le vent glacial de l'hiver. Personne ne se retourne. Le poids du chagrin est trop lourd. Ils franchissent les immenses grilles en fer forgé. Dehors, la ville de Schiltigheim semble retenir son souffle. Le directeur du site de transition, accompagné d'un huissier de justice, tire les lourds battants métalliques. Le bruit sinistre d'une grosse chaîne en acier s'enroulant autour des barreaux résonne dans la rue déserte. Un cadenas massif est verrouillé. L'Empire Fischer est physiquement mort. Il n'a pas été terrassé par une crise économique foudroyante ou par un manque de demande. Il a été étouffé par son propre succès, vampirisé par la logique d'un système qui privilégie la rentabilité globale au détriment de l'enracinement local. Derrière ces grilles, désormais closes, les cuves sont vides, les machines sont à l'arrêt et le silence règne en maître. Mais si les hommes sont partis et que le vacarme a cessé, l'histoire du site n'est pas tout à fait terminée. Abandonnés à leur sort, livrés aux intempéries et au temps qui ronge, ces bâtiments majestueux vont bientôt connaître un destin encore plus sombre, une ultime tragédie qui achèvera d'effacer les traces de ce qui fut, jadis, la gloire de l'Alsace. Une fois les lourdes grilles en fer forgé définitivement verrouillées au début de l'année 2010, un nouveau chapitre, particulièrement sinistre, s'ouvre pour le site de Schiltigheim. Le vacarme mécanique et la ferveur humaine cèdent la place au triomphe silencieux de l'abandon. Ce qui était autrefois le cœur palpitant de la cité des brasseurs, une forteresse de briques rouges grouillantes de vie, se transforme rapidement en un immense cadavre de pierre au beau milieu de la ville. Le lent processus de décomposition d'un patrimoine industriel centenaire vient de commencer. Dans les premières années qui suivent la fermeture, le contraste est saisissant et douloureux pour les habitants. La nature, avec une persévérance implacable, reprend ses droits sur le béton et l'acier. Les herbes folles percent le bitume des vastes cours de chargement où défilaient jadis des centaines de camions. La mousse verdâtre envahit les murs centenaires, tandis que les immenses cheminées, qui crachaient autrefois une vapeur symbole de prospérité, ne sont plus que des tours mortes pointées vers le ciel gris de l'Alsace. L'odeur rassurante du malt chaud, qui flottait dans l'air depuis 1854, a été remplacée par l'effluve âcre de la rouille, de l'humidité et de la poussière. À l'intérieur des bâtiments désertés, le spectacle est celui d'une apocalypse figée. Les vastes salles de brassage, autrefois maintenues dans un état de propreté clinique, sont livrées aux courants d'air et aux pillards. Les cuves en cuivre restantes se ternissent, la peinture s'écaille et tombe en lambeaux sur les carrelages brisés. Très vite, le site devient le terrain de jeu des explorateurs urbains et, plus tragiquement, des vandales. Les vitraux et les grandes verrières industrielles volent en éclats, laissant la pluie et la neige s'infiltrer dans les entrailles de l'usine. Les archives abandonnées, des registres comptables aux anciens croquis du Fischer-Mennele, pourrissent à même le sol. Chaque vitre brisée, chaque tag sur les murs de briques résonne comme une insulte supplémentaire à la mémoire des milliers d'ouvriers qui y ont consacré leur vie. Pendant une décennie, ce mastodonte à l'agonie hante le quotidien de Schiltigheim. Les anciens salariés de Fischer, qui habitent encore dans les rues adjacentes, évitent de passer devant les grilles. Voir l'œuvre de leur père et de leur grand-père se désagréger lentement est une torture psychologique quotidienne. Pendant ce temps, les tractations vont bon train dans les bureaux climatisés de la mairie et des promoteurs immobiliers. Comment réhabiliter un tel espace géant? Les projets se succèdent,
se heurtent aux réalités financières et aux contraintes de dépollution. L'usine reste là, en suspens, victime de la lenteur administrative et de l'indifférence d'un système économique qui, après avoir vidé les lieux de leur substance, se désintéresse de la carcasse. Mais le destin réserve à Fisher une fin encore plus cruelle qu'une lente agonie. L'effacement du patrimoine va s'achever dans la violence. La nuit du 20 octobre 2020 marque le point culminant de ce désastre patrimonial. Un incendie d'une ampleur terrifiante se déclare dans les étages supérieurs des anciens bâtiments de Maltage, déserts depuis plus de 10 ans. Le feu, alimenté par les planchers en bois centenaires et les toitures asséchées, se propage à une vitesse fulgurante. En quelques minutes, des flammes gigantesques, atteignant plusieurs dizaines de mètres de haut, déchirent la nuit alsacienne. L'ironie tragique de cet événement est saisissante. Là où, un siècle plus tôt, les hommes bravaient le froid glacial pour extraire de la glace afin de protéger la bière, c'est désormais un brasier incontrôlable qui dévore l'héritage. Le ciel de Schiltigheim s'embrase d'une lueur orange apocalyptique. Une fumée noire et épaisse enveloppe la ville, rappelant, de manière macabre, la fumée des grandes années industrielles. Les pompiers, mobilisés par dizaines, luttent toute la nuit avec l'énergie du désespoir, mais les flammes sont trop puissantes, les structures trop fragilisées. Au petit matin, lorsque le brasier est enfin maîtrisé, le bilan visuel est dévastateur. Les toitures se sont effondrées, engloutissant dans leur chute des décennies d'architecture industrielle. Les murs de briques rouges, noircis et éventrés, menacent de s'écrouler. Cet incendie n'est pas qu'un simple fait divers ou la destruction d'un bâtiment désaffecté. Pour la population locale, et surtout pour les anciens ouvriers, c'est le coup de grâce psychologique. Les flammes n'ont pas seulement consumé des poutres et des briques, elles ont réduit en cendres la mémoire physique d'un empire. Le brasier de 2020 a accompli ce que le capitalisme financier avait amorcé en 2009. La destruction totale et définitive du sanctuaire Fisher. Il ne reste plus rien de l'illusion romantique de la brasserie indépendante. La cité des brasseurs vient de perdre définitivement son âme, volatilisée dans un nuage de cendres au-dessus de la plaine d'Alsace. Aujourd'hui, dans les rayons des supermarchés, de Paris à Tokyo en passant par Buenos Aires, s'alignent par millions des bouteilles transparentes au logo éclatant, rouge et jaune. La Desperados est devenue un titan absolu de l'industrie mondiale des boissons. Vendue dans plus de 85 pays, elle génère des milliards d'euros de chiffre d'affaires annuel. Elle est la reine incontestée des soirées étudiantes, le sponsor officiel des plus grands festivals de musique d'été et l'un des moteurs de croissance les plus puissants du groupe Heineken. Mais sur ces bouteilles, qui inondent la planète, il n'y a plus la moindre mention de Schiltigheim. Le nom de Fisher a été méticuleusement gommé de l'histoire officielle du produit. Le triomphe planétaire de la Desperados est devenu l'illustration parfaite et cruelle du capitalisme d'extraction. Le profit a été massivement globalisé, tandis que la perte humaine et patrimoniale a été entièrement localisée. À plus de 500 km du siège luxueux d'Heineken à Amsterdam, la réalité actuelle de l'ancienne Cité des Brasseurs offre un contraste d'une violence silencieuse. Sur les cendres encore tièdes de l'incendie d'octobre 2020, les bulldozers ont rapidement achevé le travail de démolition. Le terrain de l'ancienne brasserie Fisher, vaste de plusieurs hectares, en plein cœur de la ville, représentait une manne immobilière beaucoup trop précieuse pour rester en friche. Là où s'élevaient les majestueuses cheminées de briques rouges et les salles de brassage centenaires, s'étendent désormais des blocs d'immeubles résidentiels flambant neufs. Ce sont des écoquartiers ultra-modernes, avec leurs façades lisses, leurs balcons en verre géométrique et leurs espaces verts aseptisés. Des lieux de vie propres, fonctionnels, mais désespérément dénués de l'âme ouvrière qui faisait vibrer la cité. Le fracas mécanique des lignes d'embouteillage, l'odeur chaude du malt et les rires en dialecte alsacien ont été remplacés par le silence poli d'une ville dortoir de banlieue chic. Pour apaiser les consciences et répondre aux exigences patrimoniales, quelques rares vestiges ont été artificiellement conservés. Une ancienne malterie restaurée abrite désormais un cinéma, une médiathèque et un restaurant branché. Quelques plaques commémoratives en métal rappellent vaguement aux nouveaux habitants qu'ici, autrefois, des milliers d'hommes ont bâti un empire.
Mais pour les anciens ouvriers de Fisher qui croisent ces murs réhabilités, ces efforts ressemblent davantage à la taxidermie d'un animal majestueux qu'à un véritable hommage. C'est un décor de théâtre figé, conçu pour une population urbaine qui ne saura jamais ce qu'était le véritable rugissement de l'usine. Quant au Fisherman Alley, ce petit bonhomme sur son tonneau qui incarnait la joie de vivre et la résilience farouche de toute l'Alsace, il a pratiquement disparu de l'espace public. Heineken continue de commercialiser une bière sous le nom de Fischer, mais elle est désormais brassée loin de ses racines, noyée dans les cuves industrielles d'autres gigantesques usines du groupe. Elle n'est plus qu'une référence mineure dans un catalogue mondialisé, dévitalisé, définitivement privé de sa terre d'origine et de la pureté de sa nappe phréatique historique. L'histoire de la brasserie Fischer n'est pas le récit classique d'une entreprise qui s'est effondrée face à la concurrence ou qui a sombré à cause de la mauvaise gestion. C'est la tragédie infiniment plus sombre d'une entreprise qui a trop bien réussi. Dans le monde impitoyable de la mondialisation, l'innovation de rupture d'une entité régionale indépendante ne lui garantit pas le salut. Elle la désigne comme une cible à abattre. Les maîtres brasseurs de Schiltigheim pensaient avoir trouvé, avec la Desperado, le remède miracle pour sauver leur usine et protéger leur famille. Ils avaient, en réalité, forgé la clé en or de leur propre destruction. Ils ont offert au monde une recette qui vaut des milliards. En retour, le monde de la finance leur a confisqué leur usine, leur métier, leur fierté et, finalement, la trace physique de leur existence. L'héritage de Fischer a été vampirisé avec une efficacité redoutable, prouvant de manière irréfutable que dans le grand livre de comptes des multinationales, l'enracinement humain, l'histoire et la loyauté d'un territoire ne pèseront jamais aussi lourd qu'un point de pourcentage sur une marge opérationnelle.